du verre s'est brisé à 2 heures du matin. Ma fille était dans mon bureau avec un pied de biche, chuchotant, prends juste les dossiers. Je me tenais en haut des escaliers. Derrière moi, une voix a dit, j'ai déjà appelé la police. J'ai allumé la lumière. Quand ils ont vu qui se tenait derrière moi, leurs visages sont devenus livides. Le verre s'est brisé précisément à 2h47 du matin. Ce n'était pas une fenêtre cassée par le vent, ni un plat tombé d'un comptoir. C'était délibéré, calculé. Le bruit de quelqu'un brisant la porte coulissante de ma terrasse arrière avec une barre à mine. Je sais que c'était une barre à mine parce que je l'ai trouvée plus tard, posée sur le carrelage de la cuisine, comme un aveu. Je me suis assis dans mon lit et j'ai écouté. 2 voix. L'une appartenait à ma fille, l'autre à son mari. Ils chuchotaient, mais dans le silence d'une maison endormie, les chuchotements résonnent comme le tonnerre. Prends juste les dossiers de son bureau, a dit ma fille. Nous n'avons besoin que des originaux. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas appelé. J'étais assis là, dans le noir, à 71 ans, écoutant ma propre enfant s'introduire chez moi pour me voler. Et le plus étrange? Je n'étais pas surpris. J'attendais cela. Je m'appelle Arthur Caldwell. J'ai grandi dans une ville minière de l'Est du Kentucky, le genre d'endroit où soit on allait à la mine, soit on partait. Je suis parti. J'avais 16 ans quand j'ai fait de l'autostop jusqu'à Louisville, avec $40 et un sac de sport plein de vêtements qui ne m'allaient pas. J'ai dormi sur le parking d'une église les 3 premières nuits, jusqu'à ce que le pasteur me trouve et me laisse rester au sous-sol en échange de travaux de conciergerie. J'ai lavé des sols, nettoyé des toilettes, réparé des tuyaux qui fuyaient. J'ai appris qu'aucun travail n'est au-dessous de soi s'il vous permet de survivre. À 20 ans, je travaillais dans la construction. À 25 ans, j'avais ma licence d'entrepreneur. À 30 ans, j'ai fondé Caldwell Construction avec un bulldozer d'occasion et une ligne de crédit qui avait fait rire le directeur de banque quand je l'avais signé. Il ne riait plus 10 ans plus tard quand j'ai remboursé en avance et ouvert mon 2e bureau. J'ai construit des centres commerciaux, des cliniques médicales, des résidences pour personnes âgées, des écoles. J'ai construit la moitié des biens immobiliers commerciaux de 3 comtés. Pas parce que j'étais plus intelligent que les autres, mais parce que je me présentais tous les jours et que je ne prenais jamais de raccourcis. Jamais. Ma réputation était ma fondation, plus solide que n'importe quel béton que j'ai jamais coulé. J'ai épousé Hélène quand j'avais 26 ans. C'était une maîtresse d'école maternelle, avec un rire qui pouvait remplir une pièce et une obstination qui égalait la mienne. Nous avons eu 2 enfants, Grace, l'aîné, et mon fils, Thomas. Nous les avons élevés dans une bonne maison, peut-être trop bonne. Je leur ai donné ce que je n'avais jamais eu, des écoles privées, des camps d'été, des voitures pour leurs 16 ans, les frais de scolarité universitaire entièrement payés. Je pensais que je construisais leur avenir. Il s'est avéré que je construisais juste leurs attentes. Hélène est décédée il y a 4 ans. Cancer du pancréas. 8 semaines entre le diagnostic et les funérailles. Elle est partie si vite que j'ai à peine eu le temps de comprendre ce qui se passait avant de me retrouver dans un cimetière, regardant descendre dans la terre la seule femme que j'ai jamais aimée. Après sa mort, la maison est devenue silencieuse, trop silencieuse. J'ai maintenu l'entreprise en marche parce que c'était tout ce que je savais faire, mais la joie était partie. Je faisais juste les choses machinalement. Thomas, mon fils, a toujours été le plus stable. Il travaillait dans une banque en ville, menait une vie modeste, avait une bonne épouse, 2 enfants. Il ne m'a jamais rien demandé, n'a jamais rien attendu. Il venait le samedi, tondait la pelouse, s'asseyait avec moi sur le porche et buvait du thé glacé sans dire grand-chose. Nous n'avions pas besoin de mots, nous nous comprenions. Grace était différente. Grace avait faim. Pas le genre de faim que j'avais à 16 ans, celle qui vous pousse à travailler. Grace avait faim comme les gens qui croient que le monde leur doit quelque chose. Elle a épousé un homme nommé Victor Harmon. Victor était conseiller financier, c'est ainsi qu'il se présentait. Ce qu'il était vraiment, c'était un homme qui savait faire danser les chiffres pour que vous ne remarquiez pas votre portefeuille s'alléger. Il avait une poignée de main ferme, un costume bien coupé, et un sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Hélène ne lui a jamais fait confiance. Elle m'a dit un jour, « Arthur, cet homme regarde notre famille comme un entrepreneur regarde un site de démolition. » J'aurais dû l'écouter. Pendant des années, tout a semblé bien en surface.
Grace et Victor venaient au dîner de vacances, ils amenaient leur fille, ma petite fille Lily, qui a maintenant 12 ans et est la lumière de ma vie. Nous jouions les rôles d'une famille heureuse, mais après la mort d'Hélène, les fissures ont commencé à apparaître. Cela a commencé par de petites choses. Grace me demandait combien valait l'entreprise maintenant. Victor proposait de revoir mon portefeuille, comme une faveur. Grace mentionnait, l'air de rien, que je devrais probablement réfléchir à ce qui arriverait à l'entreprise quand je ralentirais, papa. Quand je ralentirais, comme si 70 ans était une condamnation à mort, comme si bâtir une entreprise pendant 45 ans ne comptait pas parce que mes cheveux étaient devenus gris. Puis les questions sont devenues plus incisives. Avais-je un plan de succession? Avais-je mis à jour mon testament depuis le décès de maman? Savais-je que la plupart des entreprises familiales échouaient à la deuxième génération parce que le fondateur refusait de lâcher prise? Cette dernière est venue de Victor, servie lors du dîner de Thanksgiving, avec un morceau de tarte à la citrouille devant lui, l'air de rien. J'ai haussé les épaules. Je me suis dit qu'ils étaient juste inquiets, qu'ils prévoyaient juste, qu'ils étaient juste pragmatiques. J'avais tort. La vérité m'a frappé comme une boule de démolition il y a 6 mois. J'étais allé à mon bureau un samedi pour rattraper le travail administratif. Je n'étais pas censé être là, personne ne l'était. Mais en arrivant sur le parking, j'ai vu la Mercedes de Victor garée près de l'entrée arrière. C'était étrange. Victor n'avait rien à faire dans mon entreprise un samedi, ni aucun autre jour. Je me suis faufilé discrètement par la porte latérale. Le bâtiment était sombre, à l'exception d'une lumière venant de la salle de conférence au 2e étage. J'ai monté les escaliers lentement, mes genoux se plaignant à chaque pas, et j'ai entendu des voix. Grace était là, Victor était là, et une troisième voix que je ne reconnaissais pas. Une femme parlant d'un ton sec et confiant, celui de quelqu'un qui en fait son métier. La clé est d'établir un schéma de déclin cognitif, a dit la femme. Rendez-vous manqué, questions répétées, confusion concernant les finances. Une fois que nous avons 3 à 4 incidents documentés, nous déposons une demande de curatelle. Le tribunal nomme un tuteur, généralement un membre de la famille, et le contrôle de tous les biens est transféré immédiatement. Combien de temps cela prend-il? C'était Victor. Si nous avons les bons avis médicaux, 60 à 90 jours. Et il ne peut pas se défendre, a demandé Grace, ma fille, mon aînée, la petite fille que je portais sur mes épaules à la foire du comté. Il peut essayer, mais une fois la pétition déposée, un curateur temporaire est nommé pendant la procédure. Cela signifie que son accès à ses propres comptes est gelé. Il ne peut pas vendre de biens, ne peut pas prendre de décisions importantes, ne peut même pas changer son testament. Effectivement, il devient un enfant légal. Un enfant légal. Victor a répété lentement, savourant les mots. Et ensuite? Ensuite, vous vendez l'entreprise. J'ai déjà un acheteur intéressé. Une entreprise nationale. Elle acquiert des entrepreneurs régionaux partout dans le Midwest. Ils paieront le prix fort pour une marque établie comme Caldwell. Je suis resté dans ce couloir sombre et j'ai senti mon cœur battre si fort que je pensais qu'il l'entendrait. Mes mains tremblaient, pas de peur, mais de rage. Une rage si profonde et si ancienne qu'elle semblait venir des veines de charbon du Kentucky, de chaque sol que j'ai jamais lavé, de chaque poutre que j'ai jamais soulevée, de chaque nuit sans sommeil passée à construire quelque chose de réel. Il voulait me déclarer incompétent. Il voulait me mettre dans une boîte, signer des papiers au-dessus de ma tête et vendre tout ce que j'avais construit au plus offrant. Ma propre fille. Je suis sorti de ce bâtiment sans faire de bruit. Je me suis assis dans mon camion sur le parking et j'ai regardé le volant pendant 20 minutes. Puis je suis rentré chez moi, je me suis versé un verre de bourbon et j'ai commencé à planifier. La première personne que j'ai appelée fut mon avocat, Ed Brennan. Pas un avocat d'affaires, non. Ed était un avocat de litige, un battant, un bulldog de 73 ans qui avait traversé 2 divorces, une menace de radiation du barreau, et une bataille contre le cancer de la gorge, et qui en était sorti à chaque fois en se battant. Je lui ai tout raconté. Arthur, a-t-il dit après une longue pause, je dois vous faire comprendre quelque chose, ce n'est pas un désaccord familial. C'est une prise de contrôle hostile utilisant le système juridique comme une arme. Et si nous n'agissons pas vite, ils vont vous enterrer. Alors nous agissons vite. Première chose, faites-vous évaluer. Je veux 3 examens neurologiques indépendants,
par des médecins n'ayant aucun lien avec votre famille. Nous avons besoin d'une documentation à toute épreuve prouvant que vous êtes mentalement affûté. Je suis mentalement affûté, je le sais. Maintenant, nous avons besoin qu'un juge le sache. J'ai passé ces évaluations la semaine suivante. 3 neurologues différents, des heures de tests, mémoire, raisonnement, résolution de problèmes, fonctions exécutives. Chaque résultat est revenu identique. Arthur Caldwell ne présente aucun signe de déficience cognitive. Son acuité mentale est compatible avec celle d'un individu très performant, des décennies plus jeune. J'ai gardé ces rapports dans un coffre-fort que personne d'autre qu'Ed et moi ne connaissions. La deuxième chose que j'ai faite a été d'appeler Frank De Luca. Frank et moi étions amis depuis les débuts. Il était plombier, puis est devenu promoteur immobilier, puis l'un des hommes les plus riches de l'État. Plus important encore, Frank était loyal comme le sont les hommes qui ont traversé des épreuves ensemble. Je lui ai raconté ce qui se passait. Vous avez besoin de témoins, a dit Frank immédiatement. Des gens de votre côté qui peuvent témoigner que vous êtes lucide, que vous êtes compétent, que personne ne vous manipule. J'ai aussi besoin de surveillance sur mon entreprise. Victor est déjà entré dans le bâtiment. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Alors laissez-moi passer quelques appels. Frank a fait plus que passer des appels. Il a fait venir une experte comptable judiciaire, une femme nommée Patricia Reeves, qui avait passé 20 ans au FBI à enquêter sur la criminalité en col blanc avant de se lancer en privé. Je lui ai donné accès à tout, chaque compte, chaque registre, chaque contrat. Et je lui ai dit une chose, suivez l'argent. Où qu'il aille, quoi que vous trouviez, je veux savoir. Ce que Patricia a découvert m'a rendu malade. Grace et Victor me saignaient depuis 3 ans. Pas directement de l'entreprise de construction, ils étaient plus malins que ça. Ils avaient accédé à mes comptes d'investissement personnels. Victor, utilisant sa position de conseiller financier, effectuait des transactions, déplaçait de l'argent entre les comptes, mettait en place des frais et commissions qui allaient directement à une LLC distincte enregistrée au nom du frère de Victor. De petits montants au début, 5 000 ici, 10 000 là. Toujours déguisés en frais de gestion, frais de conseil, coûts de rééquilibrage. Sur 3 ans, ils avaient siphonné près de 780 000 $. 780 000 $. De l'argent que j'avais gagné en coulant des fondations en janvier, en suant sous la chaleur d'août, en travaillant le week-end pendant que mes concurrents étaient sur le terrain de golf. Volé par un homme qui me serrait la main chaque dimanche au dîner et m'appelait papa. Mais ce n'était pas le pire. Patricia a également découvert que Victor avait été en contact avec Ashford National Builders, l'entreprise qui voulait acheter Caldwell Construction. Des emails remontant à 18 mois, des évaluations préliminaires, des projets de conditions d'acquisition. Ils s'étaient déjà mis d'accord sur un prix, 14,2 millions de $ pour l'ensemble de l'opération. Le plan était simple, obtenir la curatelle, prendre le contrôle légal, vendre l'entreprise, partager l'argent, et me laisser dans une institution à regarder des jeux télévisés pendant qu'il vivrait du travail de ma vie. Quand j'ai vu ces emails, je me suis assis dans mon bureau et j'ai pleuré pour la première fois depuis les funérailles d'Hélène. Pas à cause de l'argent, mais à cause de la trahison. Parce que ma fille s'était assise en face de moi au dîner de Noël, m'avait tenu la main pendant la prière et m'avait dit qu'elle m'aimait, alors que son mari négociait la vente de tout ce que je possédais. Pendant 2 mois, je n'ai rien dit. J'allais au dîner du dimanche, je laissais Victor consulter mes comptes, je souriais quand Grace me disait que je devrais penser à prendre ma retraite. J'ai parfaitement joué le rôle du vieil homme confiant. Mais en coulisses, je construisais mon dossier comme je construisais mes bâtiments, une poutre à la fois, solide, de niveau, incassable. Aide à restructurer mon testament. L'ancien a été déchiré, le nouveau était précis, détaillé et impitoyable. Tout membre de la famille qui tenterait de contester ma compétence serait automatiquement déshérité, chaque centime, sans exception. J'ai créé une fiducie irrévocable pour l'entreprise, 7 fiduciaires, tous triés sur le volet. Des employés de longue date, Frank, Ed, des gens dont j'avais gagné la loyauté au fil des décennies. Pour vendre l'entreprise, il fallait le consentement unanime des 7. Victor pouvait déposer tous les papiers de curatelle qu'il voulait, cela n'aurait aucune importance. L'entreprise était enfermée dans un coffre-fort qu'il ne pouvait pas ouvrir. J'ai aussi changé discrètement tous mes mots de passe, chaque compte financier, chaque email, chaque système. L'accès de Victor a été révoqué sans notification.
Ils ne le sauraient qu'au moment d'essayer de se connecter. Et d'ici là, il serait trop tard. Puis j'ai changé les serrures de ma maison, de nouveaux verrous, un nouveau système de sécurité, des caméras à chaque entrée, chaque fenêtre, enregistrant 24 heures sur 24. Car je savais ce qui allait arriver. J'avais construit des choses toute ma vie. Je comprenais les fondations. Et je comprenais que lorsqu'on retire la fondation sous quelqu'un qui pensait être sur un terrain solide, il ne négocie pas, il attaque. La nuit où j'ai choisi de tout révéler était calculée. J'ai invité Grace et Victor à dîner un mercredi, juste nous trois. Je leur ai dit que je voulais discuter de mes plans de retraite, que j'avais pensé à me retirer de l'entreprise, que je voulais leur avis. Grace a pratiquement flotté en entrant, elle rayonnait. Victor avait une bouteille de vin cher, le genre que l'on apporte quand on pense être sur le point de conclure une affaire. J'ai cuisiné la recette de rôti de peau d'Hélène. Nous nous sommes assis à la table de la salle à manger, la même table où nous avions célébré des anniversaires et des fêtes pendant 20 ans. Nous avons parlé du temps, de l'équipe de football de Lily, d'un voyage que Grace voulait faire en Italie. Des choses normales, des choses familiales. Après le dessert, j'ai posé ma tasse de café et je les ai regardés tous les deux. Je sais ce que vous faites. 4 mots. La pièce est devenue glaciale. Victor a souri, le réflexe d'un homme qui escroque les gens pour vivre. Que voulez-vous dire, Arthur? J'ai ouvert un dossier que j'avais placé sous ma chaise avant leur arrivée. Relevé bancaire, dépôt de LLC, rapport d'expertise judiciaire de Patricia, email de Victor avec Ashford National Builders, capture d'écran de la consultation de curatelle avec la femme dont le nom s'est avéré être Dr. Sandra Kelp, une psychologue spécialisée dans les cas de compétence des personnes âgées et qui, il s'est avéré, avait perdu sa licence dans un autre État pour falsification d'évaluation. J'ai tout étalé sur la table, pièce par pièce, comme on distribue des cartes. Le visage de Grace est devenu blanc. Elle a regardé les papiers comme s'ils allaient prendre feu. Papa, c'est... Je peux expliquer. Tu ne peux pas, j'ai dit, parce que j'étais dans le couloir quand vous en avez discuté. J'ai entendu chaque mot, la curatelle, la vente, l'acheteur, tout. Le sourire de Victor a disparu, sa mâchoire s'est serrée. Arthur, quoi que vous pensiez avoir entendu. 780 000 $. C'est ce que vous m'avez volé. Par des frais fictifs, des commissions fantômes et une LLC enregistrée au nom de votre frère. Tout est dans ce rapport, Patricia Reeves, ancienne experte comptable judiciaire du FBI. Vous pouvez essayer de le contester, mais je ne le recommanderais pas. Grace a commencé à pleurer. Pas les larmes silencieuses de quelqu'un qui est désolé, mais les pleurs forts et paniqués de quelqu'un qui vient de réaliser que le sol sous ses pieds a disparu. J'ai déjà changé mon testament, j'ai continué. J'ai placé l'entreprise dans une fiducie irrévocable. Vous n'avez plus accès à mes comptes. Et tout ce qui se trouve dans ce dossier a été copié et envoyé à mon avocat. Si vous tentez de demander une curatelle, ces documents iront au procureur. Si vous tentez de contester mon testament, ces documents seront rendus publics. Si vous vous approchez de nouveau de mon entreprise, de ma maison ou de mes comptes, je porterai plainte au pénal pour fraude et détournement de fonds. Victor s'est levé. Sa chaise a raclé le sol. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous sommes votre famille. Vous avez cessé d'être ma famille le jour où vous avez commencé à me traiter comme une cible. Sortez de ma maison. Grace sanglotait. Papa, s'il te plaît. Donne-nous juste une chance de réparer ça. Vous avez eu 3 ans pour réparer ça. Chaque dîner du dimanche était une chance. Chaque fois que vous me regardiez dans les yeux et me disiez que vous m'aimiez, alors que votre mari volait mon argent. Vous avez eu 1000 chances. Ils sont partis. Victor a claqué la porte d'entrée si fort que le cadre a craqué. J'ai entendu leur voiture démarrer en trombe. Et puis, le silence. Le genre de silence qui s'installe dans une maison quand quelque chose de fondamental a changé et ne peut plus jamais revenir. Je pensais que ce serait la fin. J'avais tort. 2 semaines plus tard, à 2h47 du matin, ils sont revenus. Pas par la porte d'entrée cette fois, mais par la terrasse arrière, avec une barre à mine. Mais ce que Grace et Victor ne savaient pas, c'est que Franck de Lucas logeait dans ma chambre d'amis depuis 10 jours. Ed l'avait conseillé. Quand les animaux acculés désespèrent, ils font des choses désespérées, avait-il dit.
Ne soyez pas seul. Franck était déjà réveillé quand le verre s'est brisé. Il avait le sommeil léger, depuis le Vietnam. Il est apparu dans l'embrasure de ma chambre, entièrement habillé, calme comme un homme qui vérifie le journal du matin. « Restez ici », a-t-il dit. « J'ai déjà appelé la police. Voyons ce qu'ils font. » Nous sommes restés en haut de l'escalier et avons écouté. J'entendais Grace fouiller dans mon bureau au rez-de-chaussée. Des tiroirs s'ouvraient, des dossiers étaient brassés. Victor jurait à voix basse. « Ils ne sont pas là », siffla Grace. « Il les a déplacés. Vérifie le coffre. » Je n'ai pas la combinaison. Alors nous prenons tout le foutu coffre. C'est alors que j'ai allumé la lumière du couloir et que j'ai descendu les escaliers. Franck était derrière moi. Et derrière Franck, il y avait la douce lueur de l'écran de son téléphone, enregistrant tout. Grace s'est figée quand elle m'a vu. Elle tenait une pile de dossiers, mes dossiers personnels, déclaration de revenus, titres de propriété. Victor était à genoux près de mon petit coffre de bureau, essayant de l'ouvrir avec la barre à mine. « Posez ça », j'ai dit. Les mains de Grace tremblaient. Elle a posé les dossiers sur le bureau. Victor s'est levé lentement, la barre à mine toujours à la main. « Monsieur Harmon », a dit Franck derrière moi, sa voix calme et ferme. « Je vous suggère fortement de poser cela avant d'ajouter des accusations d'agression à l'effraction que vous avez déjà commises. » Victor a regardé Franck, puis moi, puis la barre à mine. Il l'a laissé tomber. « Papa, nous avions juste besoin », commença Grace. « Vous n'aviez besoin de rien. Vous vouliez tout. Il y a une différence. Des sirènes, de plus en plus proches. Des lumières bleues et rouges peignant les murs à travers la porte-fenêtre brisée. 2 officiers sont arrivés en quelques minutes. Les caméras de sécurité avaient tout capturé. Grace et Victor ont été arrêtés. Effraction. Tentative de vol. Destruction de propriété. Je suis resté sur mon porche et je les ai regardés mettre ma fille à l'arrière d'une voiture de patrouille. Elle pleurait, me suppliant de dire aux officiers que c'était un malentendu. Ce n'était pas un malentendu, c'était la conclusion logique de 3 ans d'avidité. Je n'ai pas dormi le reste de cette nuit-là. Je me suis assis dans mon bureau, entouré des dossiers éparpillés que Grace avait tirés des tiroirs. Et j'ai regardé une photo sur le mur, Hélène et moi le jour de notre mariage, tous les deux si jeunes, tous les deux si certains que l'amour suffirait à tout maintenir ensemble. Les jours suivants ont été brutaux. J'ai porté plainte. La nouvelle a fuité dans les médias, la fille d'un entrepreneur local arrêté pour s'être introduite chez son père, le gendre conseiller financier fait l'objet d'une enquête pour fraude. L'histoire s'est répandue rapidement dans notre ville. Tout le monde connaissait le nom Caldwell, tout le monde avait une opinion. Thomas est venu me voir le matin après l'arrestation. Il s'est assis en face de moi à la table de la cuisine avec une tasse de café qu'il n'a pas bu. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. « Non. »« De quoi as-tu besoin ?»« J'ai besoin que ma fille ne soit pas celle qu'elle est devenue. » Il est resté silencieux pendant longtemps. Elle m'a appelé, elle pleurait, elle disait que tu détruisais la famille. Qu'en penses-tu? Thomas m'a regardé avec ses yeux calmes, si semblables à ceux de sa mère. Je pense que tu as construit tout ce que nous avons. Et je pense que quiconque tente de te le voler mérite ce qui lui arrive. Mais je pense aussi que c'est ma sœur. Et une partie de moi veut croire qu'il y a quelque chose à sauver en elle. Il pourrait y avoir, mais elle doit le trouver elle-même. Je ne peux pas le faire pour elle. Le processus juridique a avancé. L'avocat de Victor a tenté toutes les ruses. Il a soutenu que je les avais piégés, que j'avais provoqué l'effraction en les coupant financièrement, que mon comportement montrait des signes de paranoïa compatibles avec un stade précoce de démence. Aide à réfuter chaque argument. Les évaluations neurologiques ont été versées au dossier, 3 médecins, 3 rapports irréprochables. Le juge n'a pas été impressionné par la théorie de Victor. Le rapport d'expertise judiciaire de Patricia était dévastateur. L'expert comptable formé au FBI avait documenté chaque transaction, chaque faux frais, chaque transfert fictif. Les propres emails de Victor ont été le coup de grâce. Le bureau du procureur a ajouté la fraude électronique aux accusations. L'avocat de Grace est venu me voir avec une offre de règlement. Grace plaiderait coupable de délit d'intrusion, elle paierait une restitution de sa part des fonds volés.
Elle accepterait un contact supervisé uniquement. En échange, je retirerai les accusations de crime. Qu'est-ce que tu veux faire, m'a demandé Ed. J'ai regardé par la fenêtre le jardin de roses d'Hélène. Je veux récupérer ma fille, j'ai dit. Mais pas cette version d'elle. Si elle plaide coupable, si elle admet ce qu'elle a fait, si elle accepte de suivre une thérapie, je l'envisagerai. Elle a accepté, tout. Au tribunal, Grace a comparu devant le juge et a admis qu'elle avait participé à un stratagème visant à frauder son père. Qu'elle avait sciemment permis à son mari de me voler, qu'elle avait conspiré pour me faire déclarer incompétent. Sa voix a tremblé 3 fois pendant sa déclaration. J'étais assis au fond de la salle d'audience, je n'ai pas détourné le regard. Je lui devais bien ça, être témoin de ce que ses choix lui avaient coûté. Victor n'a eu aucun accord. Il a été jugé et a perdu. Fraude électronique, détournement de fonds, tentative de fraude à la curatelle. Le juge l'a condamné à 4 ans. Debout dans son costume bien ajusté, écoutant le verdict, il n'avait finalement plus l'air d'un homme en contrôle. Il ressemblait à ce qu'il a toujours été, un voleur en vêtements chers. Grace a demandé le divorce la même semaine. Elle a emménagé dans un petit appartement du côté de la ville avec Lily. Elle a trouvé un emploi de responsable de bureau dans un cabinet dentaire, le premier vrai travail qu'elle ait eu en 15 ans. Elle ne m'a pas demandé d'argent, elle ne m'a rien demandé. 2 mois se sont écoulés avant qu'elle n'appelle. Puis-je venir te voir, a-t-elle demandé. Sa voix sonnait différemment, plus petite, fatiguée. Mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose d'honnête. Oui. Elle est venue un dimanche après-midi. Elle paraissait plus âgée, plus mince, sans vêtements de marque, juste un jean et un pull. Elle s'est assise sur le même porche où Hélène et moi avions l'habitude de regarder les orages traverser la vallée. Je ne vais pas chercher d'excuses, a-t-elle dit. J'ai fait ce que j'ai fait. Je savais que c'était mal et je l'ai fait quand même. Pourquoi? Elle a regardé les arbres pendant un long moment. Parce qu'après la mort de maman, j'étais terrifié. Pas de te perdre, mais de perdre la sécurité, l'argent, le filet de sécurité. Maman me faisait toujours sentir que tout irait bien. Et quand elle est partie, j'ai paniqué. Et Victor, il a vu cette panique et il l'a utilisée. Il m'a dit que nous devions nous protéger. Que tu vieillissais, que tout pouvait arriver. Et je l'ai cru parce que je le voulais. Tu aurais pu me parler. Je sais. Mais j'avais honte d'avoir peur. Et puis, une fois que nous nous sommes engagés sur cette voie, chaque pas rendait le suivant plus facile. C'est ça, le problème avec la malhonnêteté, elle se construit sur elle-même. Un mensonge en entraîne un autre. Et avant que tu ne t'en rendes compte, tu es dans le bureau de ton père à 3 heures du matin, tenant ses dossiers. Et tu ne te reconnais même plus. Ses yeux se sont remplis de larmes, de vraies larmes cette fois. Je pouvais maintenant faire la différence. Je suis désolé, papa. Je sais que ça ne répare rien, je sais que je ne peux pas annuler ce que j'ai fait. Mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. Je n'ai rien dit pendant un moment. Je me suis juste assis là, écoutant les oiseaux, sentant le soleil de l'après-midi sur mon visage, pensant à Hélène, à ce qu'elle aurait fait. Ta mère a toujours cru que les gens pouvaient changer, j'ai dit finalement. Elle y croyait plus que moi. Je suis un vieil homme. Je construis des choses en béton et en acier parce que ces choses sont prévisibles. Les gens ne le sont pas. Je sais. Mais je suis prête à essayer. Pas à revenir à ce que nous avions, c'est parti. Mais peut-être à construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus honnête. Elle a hoché la tête, pleurant doucement. Lily te manque, a-t-elle dit. Elle me manque aussi. Dis-lui qu'elle peut venir quand elle veut. La porte est toujours ouverte. Et je le pensais. La porte était ouverte. Nouvelle serrure, nouveau système de sécurité, caméra en marche. Mais ouverte. Thomas et moi avons dîné ensemble ce soir-là. Il a amené sa femme et les enfants. Nous avons fait des grillades dans le jardin. Les petits-enfants couraient après les lucioles. Ça semblait presque normal, presque comme la famille que nous étions. Mais avec des chaises vides qui nous rappelaient ce que nous avions perdu. Tu as fait ce qu'il fallait, m'a dit Thomas alors que nous rangions. Alors pourquoi est-ce que ça ne semble pas juste? Parce que faire ce qu'il faut et se sentir bien ne sont pas la même chose.
Tu me l'as appris. Vraiment? Chaque fois que tu te levais à 4 heures du matin pour couler du béton sous la pluie, chaque fois que tu renvoyais quelqu'un qui prenait des raccourcis, même si cela te coûtait un contrat, chaque fois que tu choisissais la chose difficile parce que c'était la bonne. J'ai regardé mon fils et j'ai vu quelque chose que j'avais besoin de voir. J'ai vu la preuve que je n'avais pas échoué en tout. Que quelque chose que j'avais planté avait poussé droit. Un mois plus tard, j'ai reçu une lettre de Lily. Écrite sur du papier ligné, à l'encre violette, avec un autocollant de chat dans le coin. Cher grand-père. Maman dit que vous avez eu une grosse dispute, mais que vous essayez de vous réconcilier. Je ne comprends pas tout ce qui s'est passé. Mais je sais que tu es une bonne personne. Et je t'aime. Puis-je venir samedi? Je veux apprendre à construire une cabane à oiseaux. Avec amour, Lily. J'ai lu cette lettre 4 fois. Puis je suis allé au garage et j'ai commencé à couper du bois. Samedi matin, Lily est arrivée, les cheveux couleur sûre attachés en queue de cheval et une détermination dans les yeux qui me rappelait tellement Hélène que mon cœur me faisait mal. Prête, j'ai demandé. Prête. Nous avons construit une cabane à oiseaux ensemble. Je lui ai montré comment mesurer 2 fois, couper 1 fois. Comment poncer les bords pour qu'ils soient lisses, comment planter un clou droit. Elle était concentrée, attentive, patiente. Elle ne s'est pas plainte quand elle a tordu un clou, elle l'a juste retiré et a recommencé. Grand-père, a-t-elle dit pendant que nous la peignions en bleu, tu vas bien? Je vais très bien. Promis? Promis. Elle a accroché la cabane à oiseaux dans le chêne de mon jardin. Nous sommes restés là à la regarder. De Caldwell, 71 et 12 ans, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Pas l'espoir naïf d'un jeune homme qui pense que tout va s'arranger. L'espoir gagné d'un vieil homme qui sait que certaines choses se brisent et ne peuvent pas être réparées, mais que d'autres choses, de nouvelles choses, peuvent encore être construites. Aujourd'hui, je suis assis dans mon bureau. L'entreprise est stable. Nous venons de décrocher un contrat pour un nouveau complexe médical qui nous occupera pendant 2 ans. La fiducie est sécurisée, le conseil d'administration est solide. Thomas a commencé à assister aux réunions, apprenant l'entreprise depuis la base, comme j'avais toujours souhaité que sa sœur le fasse. Grace et moi déjeunons 1 fois par mois. C'est prudent, c'est gardé. Nous ne parlons pas de ce qui s'est passé. Nous parlons de Lily, du temps, de petites choses sûres. Nous nous reconstruisons, mais lentement, comme on se reconstruit après une tempête. On vérifie d'abord les fondations, on s'assure qu'elles sont solides avant de monter les murs. Certaines nuits, je m'assois encore sur le porche et je parle à Hélène. Je lui parle des petits-enfants, de l'entreprise, du chêne avec la cabane à oiseaux bleus. Je lui parle de Grace, et du long et difficile chemin que nous parcourons. Je lui dis que je suis désolé de ne pas avoir pu maintenir la famille unie comme elle l'a fait. Et dans le silence qui suit, je jure que j'entends sa voix, douce et têtue comme toujours, disant « Tu as fait de ton mieux, Arthur. C'est tout ce que nous pouvons faire. » Je veux vous dire une chose, vous qui m'écoutez. Si vous êtes vieux et que quelqu'un vous dit que votre temps est écoulé, que vous n'avez plus d'importance, que vous devriez vous retirer et laisser quelqu'un d'autre prendre ce que vous avez construit, regardez-le dans les yeux et dites non. Dites-le calmement, dites-le fermement, et pensez-le. Parce que votre âge n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que vous avez survécu. Chaque cheveu gris, chaque articulation douloureuse, chaque cicatrice que vous portez est la preuve que vous vous êtes présenté jour après jour, année après année, et que vous n'avez pas abandonné. Personne ne peut vous enlever cela. Ni vos enfants, ni leurs avocats, ni aucun tribunal du pays. Votre dignité vous appartient. Elle n'a jamais été là leur apprendre. Je m'appelle Arthur Caldwell. J'ai 71 ans. J'ai construit mon entreprise avec ses mains. Je l'ai défendue avec ses mains. Et je suis toujours là, toujours debout, toujours en train de construire. Et si cela ne suffit pas à prouver que j'ai gagné ma place dans ce monde, alors rien ne le sera jamais. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.